Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Il semble acquis ce matin, depuis quelques secondes, la confirmation avec ces dernières déclarations du Rassemblement national, que le gouvernement ne sera pas censuré après de longues négociations sur le budget, le déclenchement du 49.3 hier sur les deux budgets de l'État et de la sécurité sociale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que le gouvernement de François Bayrou poursuive son parcours? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France d'abord? Je pense que c'est une attente de beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Moi, j'en rencontre régulièrement qui me disent mais qu'est-ce qui se passe politiquement? Depuis la dissolution, on n'y comprend plus rien. Et surtout, on n'a pas l'impression que les responsables politiques s'occupent de nos problèmes. Donc oui, qu'il y ait une stabilité, c'est une bonne chose, qu'il y ait un budget également, même si il ne répond certainement pas aux attentes et aux ambitions. On va en parler, mais en tout cas, la France, selon vous, ne pouvait pas se permettre une nouvelle censure. Alors moi, je ne suis pas une responsable politique. Moi, en tant que syndicaliste, ce que j'observe sur les lieux de travail, c'est que la situation politique, elle génère énormément d'inquiétudes et ça a des impacts économique sur la façon dont les entreprises fonctionnent. Donc c'est une bonne chose, effectivement. Je pense qu'il y ait une continuité politique et qu'il puisse y avoir qu'on puisse sortir de cet immobilisme, parce qu'il y a quand même des attentes énormes du côté du monde du travail auxquelles il n'y a pas encore de réponse et il y a beaucoup d'impatience. Et sur le fond, ce budget, vous le jugez comment? Vous dites c'est un bon budget, vous dites c'est du bricolage, vous dites c'est un mal nécessaire? C'est un mal nécessaire qu'on ait un budget. Il faut un budget, puisqu'on voit que l'immobilisme, il passe aussi par le fait qu'il y a beaucoup de choses en suspens. Je pense à des milliers de jeunes qui sont en service civique, qui, au mois de janvier, se retrouvent sur le carreau parce qu'on leur dit il n'y a pas de budget, on peut pas vous rémunérer, alors que vous avez rempli votre part du contrat. Socialement, c'est un budget qui est injuste. Et c'est un budget qui n'a aucune ambition écologique. Et je pense que ça, c'est un problème pour les années à venir, parce qu'on sait que ce qu'on n'investit pas aujourd'hui en matière écologique, on le paiera plus cher plus tard. Donc c'est un budget qui répond d'abord à des arrangements politiques, qui n'a pas pu faire l'objet véritablement de discussions et de partage de vision de ce que les différentes forces politiques veulent pour le pays. Et ça, je pense que c'est un problème. Un grand problème, parce que moi, depuis quelques mois, depuis la dissolution, tout le monde en appelle à la responsabilité. Mais tout le monde est d'accord pour que ce soit la responsabilité des autres qui soit engagée. Et ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui. Vous dites qu'il est socialement injuste. Les socialistes disent, en tout cas, avoir obtenu des concessions. La non-suppression des 4000 postes à l'éducation nationale, la hausse, des hausses même dans certains budgets, dont la santé. Et même tout ça a un coût financier. Ce coût financier, c'est 5 milliards d'euros. C'est François Bayrou lui-même qui l'a évalué, alors qu'on a un déficit abyssal. Je ne dis pas que les discussions n'ont pas permis d'avoir un certain nombre d'avancées. Vous soulignez la question des 4000 postes d'enseignants qui sont maintenus. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et pour les membres de cette communauté éducative, c'est un soulagement, parce que c'est plus de marge de manœuvre pour l'encadrement des classes, c'est plus de marge de manœuvre pour des remplacements. C'est extrêmement important au quotidien pour les personnes qui vont être directement concernées. Néanmoins, il y a quand même des mesures qui sont dures. Il y a des mesures qui sont difficiles. La baisse de l'indemnisation des arrêts maladie, par exemple. Donc il y a quand même des choses qui vont peser sur le monde du travail. Et moi, je pense qu'il y aurait pu y avoir un partage des efforts un peu plus équilibré. Il y en a un autre qui pense que le partage des efforts aurait pu être plus équilibré. C'est Bernard Arnault, qui, avec d'autres grands patrons français, estime que, comme il le dit, la douche est un peu froide concernant les hausses d'impôts sur les grands groupes, et notamment le sien. Oui, mais c'est ce qu'on appelle faire des efforts, et je pense que ce sont des responsables de grandes entreprises qui ont peut-être un peu la mémoire courte sur tout ce qui a pu être engagé pour les entreprises et leur maintien au moment du Covid, et qui a eu des efforts conséquents, des aides aux entreprises massives, et qu'à un moment, quand il faut partager ces efforts, oui, quand on n'en a pas l'habitude, ça fait un drôle d'effet. Mais comment avez-vous reçu, vous, cette déclaration? Est-ce qu'il y a du vrai dans le fait que, à force de ne
rien faire contre notamment la hausse des coûts du travail. C'est ce que lui dénonce en tout cas. Il y a un risque pour l'emploi en France. C'est ce qu'il dit. Il y a deux choses. Moi, j'ai trouvé cette intervention indécente au regard de la situation budgétaire et que depuis la dissolution, on sait que la question du budget, elle va être compliquée. Et donc, que chacun appelle... Celle de Bernard Arnault. Tout le monde. Oui, la déclaration qu'il a faite, je trouve qu'à un moment donné, sachant qu'il y a des choses qui sont prévues, notamment des impôts, une taxe exceptionnelle qui va être pour une année. Il paie aussi des impôts, 3 milliards d'impôts en France, il a 40 000 salariés. Je dis pas qu'il fait pas, 95% de CDI, des salaires moyens autour de 5 780, ça a quand même de la vertu. Ça a de la vertu. Il fait tourner l'économie française. Sauf qu'il sait exactement que lorsqu'il fait quel est l'impact de ce type de déclaration. Je pense que dans la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouve, qu'il y ait des efforts partagés, c'est la moindre des choses. Parce qu'on est dans une situation où le budget a été adopté, ou va l'être dans des conditions exceptionnelles, et qu'il y a un moment, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et se dise « Ok, exceptionnellement, je fais un effort et je participe à l'effort global. » Et ça, je pense qu'on a besoin, parce qu'aujourd'hui, on parle de milliards d'euros, mais moi, quand je rencontre des salariés, des travailleurs, des agents des fonctions publiques, moi, je rencontre des personnes qui, tous les jours, me disent comment je termine les fins de mois. Moi, je compte pas en milliards d'euros. Quand même, Marie-Lise Léon, 2 centimes d'euros. La petite musique de beaucoup de patrons. Bernard Arnault, c'est pas le seul. C'est le même état d'esprit pour le patron de Système U, Dominique Schelcher, qui estime que les grandes sociétés paient déjà beaucoup d'impôts, que ce n'est pas possible d'en rajouter. Et le risque, est-ce qu'il n'est pas tout simplement la délocalisation de certaines entreprises ? Alors, ça se regarde de près. Effectivement, il peut y avoir... Mais c'est pas la faute du budget, la France. Je pense que ce qui est pointé par ces entrepreneurs, c'est la question de la situation géopolitique. Et qu'on se retrouve dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec un nouveau président des États-Unis qui a une politique fiscale extrêmement agressive. Mais du coup, c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut s'interroger sur ces questions, sur l'ensemble de ces points. C'est pas pointer la responsabilité d'un gouvernement qui essaye de boucler un budget et d'expliquer que rien n'est possible et que tous les efforts sont insurmontables. Vous dites comme la patronne de la CGT, Sophie Binet, les rats qui tuent le navire. Je dis pas du tout la même chose. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a un moment, quand on en appelle à la responsabilité de tous, on n'attend pas que ce soit les autres qui fassent les efforts. C'est ce que je dis. Sur un point précis, parce qu'on a parlé de Bernard Arnault, il y a un autre patron qui a fait parler de lui ces derniers jours, c'est le patron de Michelin, Florent Ménégo, qui devant le Sénat a dit que l'employeur aujourd'hui paye 142 €, quand au bout du compte, le salarié touche net 77 € après cotisation et impôts. D'abord, selon la CFDT, ces chiffres sont-ils justes, exacts ? Oui, mais parce qu'on est dans un pays qui a fait le choix d'une protection sociale. La protection sociale, c'est un amortisseur, son nom l'indique, c'est là pour protéger les salariés, les agents des fonctions publiques. Et forcément, ça a un coût. Et moi, je le vois pas forcément comme certains, comme une dépense. Je le vois comme un investissement. Lui dit pas forcément le contraire. Il dit attention, dans cette compétition internationale dont vous parlez, ça nous pénalise, nous, entreprises. Ça pénalise. Je pense que c'est aussi un critère d'attractivité. Donc, on peut regarder les deux revers de la médaille. Je pense qu'il y a aussi des investisseurs mondiaux qui voient la France avec son système de protection sociale, non pas comme un handicap, mais comme une richesse et qui peut déterminer un certain nombre d'investissements. Mais aujourd'hui, et on va probablement aborder la question des retraites, puisque c'est quand même le sujet qui monopolise beaucoup l'actualité. Aujourd'hui, on est à un moment où il y a des investissements massifs à faire. On a des besoins croissants de financement de la protection sociale. Et la CFDT, ça fait des années qu'elle dit qu'il faut pouvoir remettre à plat cette question du financement. Mais je vous ai bien entendu tout à l'heure, quand on a prononcé le mot délocalisation, vous avez dit oui, il faut regarder ce sujet de près. Oui. Ça veut dire que le coût du travail peut être, dans certains cas, un motif de délocalisation. Vous, comme syndicaliste, vous l'observez, vous le reconnaissez, ça ? Je pense que ça peut être un des sujets qui peut être regardé quand on est investisseur mondial et qu'on se dit, le coût du travail est un des critères pour placer effectivement ces investissements. Mais je pense que ça n'est pas
ça ne doit pas être le seul. Ça ne peut pas être. Sinon, c'est la course au low cost. Et forcément, la France toute seule et l'Europe sera perdante. Il faut travailler sur l'économie de la qualité, sur la question des compétences, la capacité et la richesse que les salariés ont sur la qualité de nos services publics. Tout ça, ça doit pouvoir rentrer en compte. Et je pense que les employeurs ont une part de responsabilité à ne pas être eux-mêmes que dans cette analyse uniquement du coût du travail, sachant que quand même on est dans une stratégie low cost depuis de nombreuses années, puisque les employeurs bénéficient de beaucoup d'exonérations de cotisations, et quand on leur dit mais c'est pas forcément efficace, ce sont les premiers à dire bah oui, mais si vous nous les enlevez, on va plus pouvoir faire fonctionner nos entreprises. Donc je trouve que c'est assez paradoxal qu'ils soient critiques sur un certain nombre d'éléments dont ils bénéficient quand même largement. Hier, le budget donc a subi un 49.3. C'est pas le seul texte, puisque le projet de loi de finances de la sécurité sociale a lui aussi fait son retour à l'Assemblée nationale, avec également des 49.3. C'est sur ce texte, on le rappelle, que le gouvernement Barnier était tombé. Il n'y a plus les mesures qui fâchent, notamment la désindexation des pensions de retraite. Est-ce que aujourd'hui, ce texte vous semble acceptable ? Non, je l'ai dit, il est socialement injuste. Il y a encore des choses qui sont extrêmement dures. 1 milliard d'euros supplémentaires pour les hôpitaux, la suppression des tickets modérateurs, le triplement du fonds d'urgence pour les EHPAD. C'est 6 milliards de coût des opérations. C'est un chiffre qui est avancé par le député socialiste Jérôme Guedj. C'est quand même... Oui, il y a eu des efforts. Et je pense qu'il y a eu des avancées parce que des formations politiques ont eu le courage de rentrer dans la discussion et de faire avancer concrètement, de faire... des propositions et de pouvoir obtenir des avancées. Ça reste un budget extrêmement dur. Parce que la situation, elle est difficile et on connaît l'ampleur du déficit. Je rappelle juste, Jérôme Guedj, il dit c'est 6 milliards. Or, le déficit de la sécurité sociale va s'élever à 23 milliards cette année. C'est pas de la folie de faire 6 milliards d'économies alors qu'il y a cette dette. Mais je pense que la question, elle est sur la répartition des efforts. 6 milliards, c'est 6 milliards. Ils sont importants pour que socialement, ça soit tenable. Aujourd'hui, lorsque l'on demande aux travailleurs de faire des efforts, d'avoir une baisse de l'indemnisation de leurs indemnités journalières, ça a un coût énorme. Vous ne l'avez pas souligné, mais on a eu la suppression de passage à 3 jours de carence. Ça avait un impact extrêmement important au quotidien pour les personnes concernées. Donc, moi, je pense que ça reste un budget dur, avec des avancées qui ont été obtenues. Et je pense que la trajectoire, elle doit pouvoir être poursuivie. Ça n'est qu'une étape. Pour la CFDT, il est urgent, on l'avait demandé d'ailleurs qu'il y ait une conférence des finances publiques, il est urgent de la mettre en place parce que le budget 2026 risque d'être encore plus difficile. Voilà, l'étape du budget 2025, elle est quasiment franchie et la prochaine étape pour le gouvernement et pour vous, c'est les retraites, vous l'évoquiez Marie-Lise Léon, on va en parler juste après le fil info 8h45. Maureen Sugnard. La Fondation pour le logement des défavorisés dénonce l'attentisme et le renoncement du gouvernement. L'ex-Fondation Abbé Pierre publie son rapport annuel aujourd'hui. 350 000 personnes sont sans domicile fixe dans notre pays. Ils sont 2 fois plus nombreux qu'en 2012. C'est une information que la cellule investigation de Radio France vous dévoile ce matin. Dans l'affaire des eaux contaminées et traitées illégalement par Nestlé, l'Élysée savait et a autorisé l'entreprise à conserver dans ses usines certains filtres interdits. Sur France Info ce matin, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire demande l'audition du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. L'un des tout derniers fabricants français de panneaux solaires va fermer. L'entreprise Photowatt à Bourgoin-Jallieu en Isère n'a pas retrouvé de repreneur. Elle est déficitaire depuis plusieurs années. Photowatt emploie 162 salariés sur ce site. Et puis le renoncement de Martin Fourcade est un bol d'oxygène, affirme le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le quintuple champion olympique de biathlon renonce à présider le comité d'organisation des JO 2030 pour, dit-il, ne pas sacrifier ses convictions, notamment des convictions écologiques. Renaud Muselier estime, lui, que Martin Fourcade est un solitaire qui ne peut pas travailler en collectif. France Info. Le 8-30 France Info, Alix Bouillaguet, Jérôme Chapuis.
Nous sommes toujours avec Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. François Bayrou avait annoncé qu'il vous enfermerait avec les autres partenaires sociaux jusqu'à ce que vous trouviez une solution sur les retraites. C'était le sens du mot conclave, alors qu'on n'entend plus du tout en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le projet est enterré ou juste que la méthode a changé ? Non, la méthode, c'était une idée qu'a eu le Premier ministre. On lui a tous expliqué que s'enfermer pendant 3 mois, c'était pas forcément un gage de réussite et qu'on n'aurait pas forcément... On pourrait avoir, je pense, le même résultat en ayant des rendez-vous réguliers. Donc c'est ce qui est convenu. Ce sera tous les jeudis après-midi. Tous les jeudis après-midi après le 19 février, puisqu'on attend le rapport de la Cour des comptes qui devrait être remis à cette date. Et voilà, la question c'était. Alors il nous a dit que l'objectif une ne change pas. Ça veut dire que au mois de juin, il faut qu'il y ait un projet sur la table du Premier ministre qui puisse être soumis au Parlement. Absolument. Et qui financièrement ne soit pas pénalisant pour le budget. Exactement. Donc ça fait partie de la lettre de cadrage que la CFDT a posée également, qu'on puisse avoir tous les sujets sur la table, la question de l'âge, la reconnaissance de la pénibilité, la question des retraites des femmes. Et donc, on va rentrer en discussion après avoir eu un diagnostic clair de la part de la Cour des comptes, notamment sur l'ampleur du déficit. Et alors, pardon, mais précisément sur ce diagnostic, qu'est-ce que vous pouvez apprendre que vous ne sachiez déjà ? Alors, on a un différend avec le Premier ministre, puisqu'il, lui, considère que le déficit n'est pas de 15 milliards à horizon 2030, mais il y a 30 milliards de plus de déficit. Il a parlé de 45 milliards. 45 milliards. Donc, c'est quand même pas une petite affaire. Et donc, pour la CFDT, c'est clair que si l'enveloppe globale est à hauteur de 45 milliards, ça sera sans nous. Ça sera sans nous parce que c'est une présentation fausse de l'État financier du régime des retraites, du régime de base, et qu'on est prêt à rentrer en discussion et on est prêt à prendre nos responsabilités. Quand même à nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, c'est très compliqué. Il y a en gros des modalités différentes de financement des retraites dans le secteur privé et pour les fonctionnaires, de façon très, très schématique. Les choses ne peuvent pas se fondre l'une dans l'autre. Et en fait, ce que fait François Bayrou, c'est qu'il additionne les deux. C'est ça, les deux déficits. Il considère que c'est un grand tout et que d'un côté, il y a 15 milliards, de l'autre, il y a 30 milliards. Il dit, regardons les 45 milliards. C'est absolument faux comptablement. Et ça n'est pas, ce n'est pas l'objet, puisque je le rappelle, la réforme de 2023 des retraites, elle n'avait pas du tout pour ambition de traiter ces deux sujets. Donc, on prend les choses une par une. Pour la CFDT, ça sera le déficit à hauteur de 15 milliards à horizon 2030 qui doit être sur la table. Quand même un petit problème. Qu'est-ce qui se passe si la mission Flash, le 19 février, elle conclut que le montant réel du déficit est autour de 55 milliards. Vous avez déjà dit que vous contesterez cette conclusion. On contestera et on dira... Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus les négociations, c'est fini. Vous quittez la table. On fera part de notre vision des choses, qui est quand même unanime côté organisation syndicale et organisation patronale. Et donc, l'idée, elle sera d'utiliser d'avoir cette base de dialogue avec le rapport de la Cour des comptes. Mais on a déjà Est-ce que vous claquez la porte ? Est-ce que vous dites le fameux conclave, pour nous, c'est fini ? On va dire que la négociation ne peut pas se dérouler avec cette base et ce diagnostic. Et donc, on reprendra la discussion avec le Premier ministre en disant, lorsque vous nous avez dit, vous nous renvoyez la balle, vous appelez à la responsabilité des organisations syndicales et patronales. La CFDT, elle dit oui. La CFDT, elle dit oui, on va discuter parce que ça fait partie des attentes des millions de personnes qui ont défilé en 2023 de dire on veut pouvoir être entendu sur nos conditions de travail, sur moi en tant que femme, la façon dont les 64 ans ont un impact sur ma retraite. Donc on redira à François Bayrou que la donne a changé et que dans ces conditions, on ne rentre pas en discussion. Pardon, mais il le sait déjà. Qu'on comprenne bien, pour vous, il ne s'agit de discuter que des retraites du secteur privé ? Du financement du secteur privé. Après, les 64 ans concernent l'ensemble des travailleurs, publics comme privés. Mais la question dont on compte le déficit est tout à fait distincte. Et donc, nous, le sujet, c'est avoir un diagnostic clair, partir sur les travaux qui sont unanimement aussi portés au sein du Conseil d'orientation des retraites,
qui est un lieu de consensus démocratique où l'ensemble des organisations discutent de ces questions, où des spécialistes, des économistes contribuent, et tout le monde est d'accord pour dire que la question, c'est pas 45 milliards, mais bien 15 milliards. Mais les retraites de la fonction publique, du secteur public, elles produisent un déficit au bout du compte. Elles produisent un déficit. Et donc de la dette. Et donc de la dette, mais pour le coup, dans le cadre des discussions, lorsqu'on en a eu l'occasion d'en échanger avec le Premier ministre, il n'a jamais été question d'aborder cette question du financement. Et lui, il a dit dans sa déclaration de politique générale. Là, il a mis carte sur table pour le coup. Il a joué carte sur table. La CFDT l'a toujours fait aussi. Et c'est un homme de conviction. La CFDT a aussi de grandes convictions sur cette question. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on ira discuter, à condition que le cadre et le diagnostic soient extrêmement clairs. Si le cadre était clair et si vous poursuivez les discussions, on sait que l'âge légal pour partir à la retraite est aujourd'hui de 64 ans. Vous défendez, vous, depuis toujours un retour aux 62 ans. Est-ce que vous pourriez accepter un texte qui ne toucherait pas à l'âge, mais qui reviendrait sur, par exemple, certaines dispositions? Vous avez évoqué la pénibilité, les carrières longues, la problématique des femmes. Est-ce que pour vous, l'âge légal, le faire bouger, c'est un totem, c'est un impératif, ou vous pourriez effectivement vous contenter, entre guillemets, de grosses avancées sur d'autres secteurs? Vous avez la réponse dans la question. Est-ce qu'on se contentera d'avoir quelques ajustements? La réponse est non. La réponse est non. On a 3 sujets essentiels pour la... 62 ou rien. C'est un bouger sur l'âge. C'est un bouger sur les 64 ans. 63, on va pas faire la négociation entre nous. Vous êtes très sympathique, mais je ne pense pas que ça soit ici que ça se joue. Non, mais tout le monde sait bien qu'entre 64 et 62, il y a 63. Voilà. Il y a un bouger sur l'âge qui est impératif. Il y a une prise en compte des métiers pénibles. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux agents de caisse, aux carreleurs, aux peintres en bâtiment, aux aides-soignantes? Les aides-soignantes, je vous donne juste ce chiffre qui est extrêmement frappant. 33% des aides-soignantes qui ouvrent leur droit à la retraite sont en invalidité ou en incapacité. C'est-à-dire que le travail use le corps, use l'esprit également, en fonction de ce à quoi on est exposé, et ça doit être reconnu. Je pense que c'est une attente extrêmement forte, et donc il faut pouvoir en parler. Donc réintégrer des critères. Il faut réintégrer les 4 critères concernant les troubles musculo-squelettiques. Lorsque vous avez des ports de charge lourdes, lorsque vous êtes en posture pénible, lorsque vous avez des gestes répétitifs, lorsque vous êtes exposé aujourd'hui à des produits chimiques, ça n'est absolument pas intégré dans la façon dans votre carrière professionnelle, et donc vous n'avez aucun impact sur votre retraite. Le dernier point qui est aussi extrêmement important pour la CFDT, c'est la question des carrières des femmes, qui sont... 38% l'écart de pension entre les femmes et les hommes, c'est 38%. C'est vrai que c'est un gouffre, mais concrètement, comment on le comble? Il faut travailler sur les carrières professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que la CFDT, elle a dit, il faut ouvrir la discussion retraite, mais il faut surtout ouvrir la concertation et la discussion sur le travail, sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, s'il y a des écarts de pension entre les hommes et les femmes à la retraite, c'est qu'il y a des inégalités salariales entre les hommes et les femmes au travail. Il y a des inégalités d'accès à des contrats à durée indéterminée, sur du temps complet. Tout ça, ça doit pouvoir être travaillé en amont, et puis il faut imaginer, créer des dispositifs qui concernent directement les femmes qui vont ouvrir des droits à la retraite, qui n'ont pas pu bénéficier de ces déroulés de carrière. Donc des modalités de rectification de ces inégalités au travail. Tout ce que vous nous décrivez là, c'est-à-dire les critères de pénibilité, la réduction des écarts entre les pensions des femmes et des hommes, tout cela coûte de l'argent, surtout si en parallèle l'âge légal est abaissé. Encore une fois, se pose la question du financement. Absolument. Comment on fait? Absolument. Alors, ça fera partie aussi des discussions. Nous, on a eu des projections en 2000, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on le pointe. On a un élément majeur sur lequel il faut pouvoir travailler, c'est la question de l'emploi des seniors. Alors, ça ne va pas être la recette miracle qui va permettre d'avoir une réponse à toutes les questions financières, mais 10 points de plus d'emploi des seniors en France, on règle 10 milliards d'euros de déficit dans le régime des retraites. Donc en fait, c'est un sujet on règle pas tout, majeur. Comment? On ne règle pas tout, puisqu'on rappelle que c'est 15. Mais je dis, c'est pas la recette magique. Mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut que les employeurs s'engagent de façon beaucoup plus volontariste qu'aujourd'hui. Enfin,
je pense que tout le monde dans son entourage connaît des personnes qui ont le sentiment de ne plus être bienvenues dans l'entreprise quand on arrive à 50, 55 ans. Et ce sont des personnes qui n'accèdent plus à la formation professionnelle. Enfin, il y a un vrai sujet culturel sur la question de l'emploi des seniors et des engagements des employeurs à dire ok, je vous garde jusqu'à la retraite. On a eu des avancées dans un accord en fin d'année dernière sur l'emploi des seniors. Il faut le mettre en œuvre. 2, il faut accélérer cette volonté de pouvoir avancer concrètement. Concernant les salaires, François Bayrou a mis son veto à une hausse du SMIC de 1% en juillet, mais aussi à une hausse de la prime d'activité. Pour lui, c'est trop coûteux. Est-ce que vous souhaiteriez aussi une grande consultation sur les salaires ? C'était un petit peu dans l'air à un moment. On a déjà eu, ça a un petit air de déjà vu, on a eu une concertation sur les salaires en octobre 2023 avec la première ministre de l'époque qui était Elisabeth Borne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre l'augmentation du SMIC et l'augmentation de la prime d'activité, tout le monde aura remarqué, on ne prend pas l'argent dans la même poche. Lorsque l'on augmente le SMIC, ce sont les employeurs qui le font, la prime d'activité, c'est le budget de l'État. Et la question fondamentale, c'est qui paye le travail. Aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet de responsabilisation aussi des employeurs, et ça rejoint la question du budget. Donc nous, on est favorable à la négociation collective. Je suis convaincue que c'est par la négociation collective des salaires dans les entreprises, dans les branches professionnelles qu'on obtient les meilleures avancées, la meilleure reconnaissance du travail qui est fourni par les salariés. Et dans les fonctions publiques, c'est une revalorisation du point. Mais cette dynamique de négociation, elle ne fonctionne pas partout pareil. Il y a des branches qui ne jouent pas du tout le jeu. Il y a des branches comme par exemple les jardineries où on a 14 coefficients sous le SMIC. Et donc, de notre point de vue, il faut stimuler la négociation et conditionner, par exemple, des exonérations de cotisation au fait qu'il y ait des vraies négociations dans les branches et dans les entreprises. Merci Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Vous étiez l'invitée de France Info ce matin. Merci à vous. Ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques instants pour les informer sur France Info.